Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est Guirec Hamon. Il est référent Jeunes Horizons des Côtes-d'Armor et il est avec nous en direct pour commenter l'actualité politique et il y a fort à faire. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Alors on va commenter cette actualité politique. D'abord cette situation politique un peu inédite, on en parle beaucoup, ça revient très souvent en ce moment avec nos différents invités. Situation politique un peu inédite, un peu à l'image d'une France qui n'a pas pu déterminer de majorité lors de la dissolution et des élections législatives. On a l'impression que ça va être compliqué pour les quelques années à venir, en tout cas au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Oui. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être difficile. Seulement, lorsqu'il y a eu les élections législatives, on était un peu dans l'expectative. On se disait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir moi, je me souviens encore l'avoir dit ici même. Il va falloir maintenant que les parlementaires reprennent évidemment le pouvoir et soient responsables. Je trouve que pour l'instant, même s'il y a toujours cette instabilité, finalement on s'y habitue et les députés jouent leur rôle. J'avais comme beaucoup il y a plusieurs mois cette inquiétude que finalement on reste dans des combats de tranchées, personne ne veuille bouger et petit à petit finalement on voit que ça discute. Alors ça peut discuter avec avec une tonalité assez forte, mais ça discute, on avance quand même. On sait très bien que tout le monde ne sera pas parfaitement satisfait de ce qu'il va y avoir, mais ça marche. Alors, il y a les travaux en commission, il y a ensuite en séance publique, ça avance. Il y a des sujets qui sont très politiques, mais même sur ces sujets-là, je trouve que les députés ont fait preuve de responsabilité, pas tous. Évidemment, il y a toujours des trublions, on ne va pas les nommer, mais on les reconnaîtra facilement. Et je trouve qu'il y a quand même, le gouvernement laisse la main à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale semble prendre l'habitude à ce que, en effet, c'est à elle de décider. Je trouve que pour l'instant, on y arrive. On y arrive. En tout cas, le gouvernement tient, le gouvernement Lecornu 2 tient. On a à un moment pensé que peut-être le gouvernement serait très éphémère et puis il y a eu une forme de bascule. On l'a vu avec le vote sur le budget de la sécurité sociale, donc la partie recette qui a été votée. Ça s'est fait certes à 15 voix d'écart, mais finalement c'est le Parti socialiste qui a été faiseur de roi. Alors oui, c'est faiseur de roi parce que on sait jamais. Alors cette expression de faiseur de roi, moi j'ai un peu de mal avec. Parce que ça veut juste dire que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qu'ils vont voter. Parce qu'en soi, les positions des autres étaient parfaitement claires. Ils ont décidé, oui, de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ensuite, maintenant, il va falloir voir les dépenses. Le Parti socialiste a voté pour, mais je crois qu'ils ont ils ont agi en responsabilité aussi. Et justement, ça rejoint ce que je disais auparavant, c'est que les députés sont face maintenant directement l'appréciation de l'opinion publique. Par conséquent, ils disent on peut plus rester dans des positions assez confortables où finalement c'est pas nous qui prenons la décision, donc on peut s'exclamer autant qu'on veut, il y aura pas de conséquences. Ils ont fait ce choix-là. Moi, je le salue justement parce que c'est pas évident, parce qu'ils vont nécessairement avoir des critiques. Sur leur gauche, les députés de la France insoumise ou même communistes, parce que non, il fallait pas que ça passe. Mais je pense que on voit bien aussi. Alors, je jette pas des fleurs au Parti socialiste. J'analyse ça très objectivement, mais c'est là qu'on voit véritablement les partis de gouvernement, c'est-à-dire ceux qui font avancer les choses. On n'aura pas tout, mais on fera avancer les choses. On va pas rester comme aux États-Unis sur des postures idéologiques qui font qu'aux États-Unis, il y a un shutdown. Voilà, qui s'arrête finalement. Là, il y a eu un compromis de trouvé. Et qui va céder le premier? C'est un peu un concours, de celui qui sera le plus fort. N'empêche qu'il y a des heures, des jours, des semaines qui passent, et qui c'est qui en paye le prix? Ce sont les citoyens américains en l'occasion. Américain dans ce contexte-là, mais qui peut arriver en France. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais si on veut un exemple de quand ça bloque, il y a des conséquences, il faut regarder aux États-Unis. Et là, le Parti socialiste a quand même dit non. Et je trouve que ils ont agi en responsabilité.
Alors, il y a urgence, puisqu'au 31 décembre, le budget doit être voté, doit être entériné, alors avec quand même peut-être aussi la possibilité d'ordonnance, s'il y avait vraiment un blocage. On a compris que vous étiez plutôt satisfait, et on a entendu d'ailleurs dans les rangs d'horizon beaucoup d'expressions autour du fait qu'il n'y aurait pas de blocage, que voilà, les choses pouvaient avancer. Mais néanmoins, il y a quand même un état budgétaire de la France qui est assez calamiteux, au niveau de la dette, au niveau des remboursements de cette dette, au niveau aussi de la confiance des marchés vis-à-vis de la France. Et puis, il y a encore une forme d'épée de Damoclès, puisque la France insoumise a émis l'idée d'une motion de censure qui pourrait être déposée en décembre. Donc voilà, on est encore dans une grande fragilité. On va, je pense, et je pense que tout le monde le voit un petit peu et parfois s'en désespère, c'est oui, on est de toute façon depuis 2024 dans une situation inédite. La France est dans une instabilité budgétaire, mais finalement instabilité en tant qu'il n'y a pas de cap, ce sera instable. Qui décide de ce cap? C'est l'Assemblée nationale. Y en a-t-il un à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce que c'est incontournable? Non. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Je trouve qu'on est sur le bon chemin. Mmh. Mais là, je trouve que c'est plus une question culturelle, là encore. C'est qu'on avait l'habitude, voilà, il y a un budget, il n'y a pas de surprise, il sera adopté à la fin. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut que les députés, qui je trouve font quand même dans l'ensemble un bon travail, rassurent aussi de ce côté-là. Il y a une forme d'angoisse quand même dans l'opinion publique. Oui, parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, et les marchés financiers ou même les partenaires européens ne sont pas habitués à ce que la France non plus soit dans une situation finalement de, j'allais dire, démocratie directe, mais là où le Parlement prend toute sa place. Il y a eu plusieurs mises en garde aussi de Bruxelles en disant attention. Oui, mais enfin c'est là, je crois que la France, bon, elle essaye de trouver déjà son équilibre intérieur avec tout ce qui se passe, et que c'est ça la priorité. Et puis Bruxelles s'en sortira beaucoup plus, comment dire, en sortira beaucoup plus aimable, si je puis dire, lorsqu'elle aura trouvé cet équilibre intérieur. Donc, faut pas brusquer non plus les choses. On est en train de réapprendre. Quant à la motion de censure LFI, bon, bah, on a bien compris. Maintenant, ça devient la rengaine tous les ans. Bon, bah, il y aura une motion de censure. Il n'y a plus d'effet de surprise. Avec le risque qu'elle soit votée quand même, cette motion de censure. Avec ce risque-là, mais enfin, après, il faudra qu'ils assument eux-mêmes cette instabilité supplémentaire. On a bien compris que derrière, il y avait des enjeux de démission brutale du président, ce que n'a pas appelé Édouard Philippe. Hein. Non, il a eu des mots durs quand même vis-à-vis du président Édouard Philippe. Il a eu des mots durs, durs, c'est-à-dire que bon, ben, on est dans une situation difficile, il faut prendre des choix, et puis ben, être responsable politique aussi. Eh ben, c'est admettre que il y a un problème. Alors peut-être que le diagnostic n'est pas bon, ça c'est les Français qui décideront. Mais c'est pas une sortie précipitée du président. Au contraire, c'est jalonné. Et si c'est jalonné, il y a une stabilité. Bon, LFI, ce n'est pas le cas. C'est amener finalement à la démission du président par l'humiliation. C'est que finalement, on arrive à la fin du macronisme par une démission, on l'a forcé à démissionner. On marque l'histoire, parce que finalement c'est ça véritablement qu'ils veulent, c'est marquer l'histoire. Bon bah très bien. N'empêche que derrière il y a des conséquences également. Donc du côté LFI, du côté Rassemblement National, on aimerait bien qu'il y ait des élections là aussi pour des intérêts un peu particuliers, c'est-à-dire savoir si Marine Le Pen peut se présenter, puisque c'est un peu nouveau comme circonstance, et il faut que le Conseil constitutionnel dise le droit dans cette situation-là. Est-ce qu'elle peut se présenter? Oui, etc. Donc c'est des jeux malsains qui sont de parti et qui ne prennent pas en compte, je crois, ce que pensent les Français. Et je crois qu'ils s'en rendent compte également, parce qu'on voit beaucoup, notamment des électeurs du Rassemblement National, qui se disent déçus, notamment sur les retraites, où finalement, là encore, une nouvelle fois, le Rassemblement National dit non, finalement, on va garder les retraites, se rapproche du patronat. Donc, voilà, ça déçoit beaucoup d'électeurs du Rassemblement National, mais c'est pas étonnant. Et du côté LFI, bon bah on est dans des postures très caricaturales, quoi. Donc, et il y a ce bloc central avec, pour l'instant, le Parti socialiste, qui a une expérience justement là encore de gouvernement, qui essaye quand même de faire aboutir les choses. Et il faut
qu'elles aboutissent. On a vu quand même un affaiblissement. Alors, on parlait du Parti socialiste, là, qui tente de revivre, si vous me permettez le terme. Ils vont peut-être pas être très contents, hein, s'ils nous écoutent, mais il en va de même aussi pour la droite classique. Je pense à LR, qui a du mal à trouver ses marques aussi. Oui, mais je pense que ce sont les conséquences de 2017. Finalement, alors il y a une explosion, oui, d'accord, mais les morceaux n'ont pas disparu. C'est que là maintenant, il y a une recomposition, je trouve, pas sur les mêmes bases tout à fait que en 2012, notamment aux élections présidentielles avant 2017. Et chacun essaye de trouver sa place, c'est-à-dire que l'espace politique est occupé à droite beaucoup par l'extrême droite. Par conséquent, les Républicains cherchent à récupérer un électorat. Se droitisent, moi je trouve qu'ils expérimentent des idées, ça fonctionne pas. Voilà, ils sont encore dans ce doute-là, mais ça fait plus de 15 ans maintenant qu'ils se cherchent. Le Parti socialiste, lui, ça fait moins longtemps. Ça fait depuis Hollande, et il doit combattre sur sa gauche même les LFI. Et donc, est-ce qu'on est dans la surenchère, dans les positions caricaturales? Je pense que c'est leur question qui se pose. Ou alors, est-ce qu'on tente d'être plus respectable dans l'opinion publique au risque de paraître un petit peu plus ennuyeux. Mais je crois que la politique, c'est aussi... c'est de dire des choses, finalement. Oui, c'est de dire des choses et pas être dans les effets d'annonce en permanence. Si on est dans des effets d'annonce, il faut que ça serve ensuite. Et le Parti socialiste, je crois, a gardé cette centralité, si je puis dire. Elle a gardé les pieds sur terre là-dessus. Pas sur tous les sujets, on n'est pas d'accord, mais je crois qu'il faut aussi reconnaître lorsque les barrières tiennent à gauche et à droite. On est un petit peu dans une culture qui évolue, une culture politique qui évolue. On a souvent cité en exemple d'autres pays européens avec cette culture du compromis pour essayer d'avoir des gouvernements qui sont en stabilité. Ça a été le cas en Italie d'ailleurs. On voulait prendre un contre-exemple avec Giorgia Meloni, mais dans d'autres pays également. Est-ce que la France est en train de découvrir finalement une nouvelle façon de faire de la politique avec cette culture du compromis? Je crois que la France, elle montre, notamment grâce à cette constitution-là, que les nouveautés politiques ne mettent pas en danger finalement le fonctionnement des institutions. Les institutions, elles sont là. Voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont dans ces institutions-là, et ça demande une intelligence collective. Mais il y a nécessairement un temps d'adaptation à cette nouvelle situation. Quand on prend la cohabitation, la première cohabitation Mitterrand-Chirac, c'était tout nouveau. Faudrait que je regarde davantage d'ailleurs comment c'était perçu à l'époque, mais à mon avis, on se dit mais comment ça va se passer entre le Premier ministre et le président? Mais là, on était sur de l'Assemblée nationale, oui, avec une tête reconnue, quand même une majorité à l'Assemblée nationale, avec une tête reconnue de cette majorité en tant que Premier ministre, face à un président qui est d'un autre bord. Bon. Comment ça va s'articuler? Mais puisque les deux personnalités étaient des hommes d'État, ça a bien fonctionné. Maintenant, on est dans une situation où il n'y a pas de majorité. Il faut trouver maintenant la recette qui corresponde aussi à la culture française, qui n'a pas forcément qui est pas vers une culture du compromis, mais c'est pas exclu. Donc, je pense qu'il faut pas non plus vendre tout de suite nos élus. Non, je pense qu'il y a cette période-là où on cherche notre patte finalement, puisque la France c'est quand même assez c'est quand même assez réglé en termes de politique, contrairement justement en Angleterre, même au Royaume-Uni, en Italie ou même en Espagne ou en Allemagne encore. Non, la France a une culture politique particulière. Elle trouve son équilibre encore une fois. Mais ne jetons pas tout de suite n'écrivons pas l'histoire avant qu'elle ne se fasse. Donc voilà, et je trouve que là, à l'Assemblée, on trouve notre patte, je dirais. Avec un contexte géopolitique très compliqué, on en parle aussi très souvent, avec toujours la guerre en Ukraine, évidemment le Moyen-Orient qui préoccupe aussi, en tout cas qui occupe l'espace politique, qui a effectivement certains effets aussi politiques ici en France. On a, vous citiez tout à l'heure Donald Trump, on a un contexte géopolitique qui évolue, qui bouge, qui va avoir aussi des incidences, par exemple sur notre budget. En tout cas, si on prend encore une fois Trump et les taxations des échanges internationaux, est-ce que là aussi on est dans un grand bouleversement auquel il va falloir qu'on s'adapte peu ou prou? Oui, mais je pense que maintenant, de toute façon, il va falloir s'adapter
assez rapidement. Et je remarque d'ailleurs que sur la politique internationale, finalement, il y a peu de remise en question, remise en cause de la parole de la France en interne. Donc il y a toujours LFI, il y a toujours Rassemblement National qui attaque un petit peu les positions de la France, mais je pense qu'ils ont bien compris que ça ne servirait pas la France à voilà. Et je trouve qu'elle tient aussi, encore une fois. C'était la grande question également au début de la première cohabitation. C'est est-ce que la France va garder c'est une force sur la scène internationale. Elle la garde de fait parce que on n'a pas intérêt à ce qu'elle change. Et je trouve que la France garde quand même un cap, même si parfois elle cherche, mais comme beaucoup d'autres pays, elle cherche encore les nouveaux équilibres, où se situer. Et moi, je trouve que la France, l'administration même française, fait un travail qui est remarquable, parce qu'on tient malgré une instabilité, et la France a une armée conséquente, a un poids diplomatique également sans égal en Europe, enfin parmi les pays européens dans le monde. On tient le cap malgré tout cela. Donc c'est pour ça que je dis que si la stabilité revenait, en tout cas il y avait une prévisibilité de la politique française plus grande à l'avenir, la France en sortirait encore plus puissante, parce que tout autour, les pays également sont dans une situation d'instabilité politique, mais qui n'ont pas le même impact sur le monde. Et il y a une opportunité là également pour la France de se faire entendre davantage. Et c'est assez, je pense que beaucoup se sont fait la remarque, c'est que c'est assez étonnant que la France, on l'écoute encore dans le monde. On peut se dire, la France c'est un petit pays, 67 millions d'habitants, et pourtant on l'écoute encore, parce qu'elle nourrit toujours ce réseau, les discussions avec tous les pays, c'est dans son histoire, elle le fait sérieusement, et ce n'est pas remis en question. Donc je trouve que oui, il va falloir qu'elle s'adapte, mais elle s'adapte très rapidement et assez efficacement, moi je dois le dire. Alors, j'ai un petit message de service qui n'a rien à voir avec cette interview. Si vous pouvez juste éloigner votre téléphone du micro, voilà, on l'entend, on l'entend un petit peu dans le micro. Voilà, ça c'était le petit message de service. Justement, dans cette situation, allez, on va dire inconfortable aujourd'hui au niveau international, au niveau également de la France, avec cette instabilité politique. On a une autre crainte aujourd'hui, on entend beaucoup le mot guerre, on entend beaucoup le mot armée, il va falloir se réarmer, il va falloir répondre par exemple à Vladimir Poutine, pour ne prendre que cet exemple. Est-ce que là aussi on a un retard à rattraper par exemple sur notre défense? Alors on a un retard, là je pourrais pas vous dire particulièrement si on a un retard, en tout cas moi ce que je vois c'est qu'il y a un effort considérable de ce point de vue-là, un réveil peut-être même qu'on peut le dire, et la France est justement sur le pont, si je puis dire également là. Donc il y a des nouvelles menaces qui sont protéiformes, que ce soit une guerre directe en Ukraine, la menace terroriste également, qui change aussi de mois en mois. Et là encore, il y a une réactivité de la France, parce qu'il y a une expérience aussi. Il y a les possibilités pour la France de le faire, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays européens. Et je trouve que là, je pourrais pas vous dire exactement où est-ce qu'on va, voilà, quels sont les objectifs bien précis. Il y en a, hein. Mais je trouve que la France a fait un effort budgétaire. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est le seul, il me semble, le ministère de la Défense qui a une augmentation de budget, parce qu'on a pris la mesure de la difficulté et du danger qu'il peut y avoir. Ce n'est plus le monde d'il y a même 5 ans ou 7 ans. Donc, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une réactivité encore de la part de la France là-dessus. Et c'est pas remis en question d'ailleurs à l'Assemblée nationale, hein. Voilà, on a senti que c'était quand même assez transpartisan. Oui, parce que sur les questions de défense, là, c'est la question de la souveraineté nationale, c'est la question de la défense nationale. Et sur ces sujets-là, lorsqu'il y a des intérêts vitaux en jeu, ça fait consensus. Donc, il y a d'autres sujets comme le budget de façon générale qui sont plus politiques. Bon, là, il y a des débats qui sont un peu plus nourris. Mais sur la question de la défense, et moi, je trouve ça bien heureux, on est quand même assez unis là-dessus, en apparence.
Voilà, la suite nous le dira. Le budget va avoir des incidences sur les collectivités territoriales, sur les mairies. Vous voyez où je veux en venir, les municipales, on en parle beaucoup, ça va venir très vite finalement. La campagne ou la pré-campagne est déjà en marche sans jeu de mots. Comment Horizon se prépare pour ces municipales? Alors, d'un point de vue, j'allais dire plus général, mais aussi sur le terrain. Eh ben, on fait confiance au territoire. Je suis content que vous me posiez cette question-là parce que on a vraiment cette liberté donnée par le parti sur les territoires. Eh bien, nous sommes aux prises directement avec les réalités des territoires. C'est-à-dire qu'en Bretagne, ce sera pas les mêmes réalités que dans le Sud-Est. Il n'y a pas les mêmes équilibres politiques. En Côte-d'Armor, il n'y a pas les mêmes équilibres que dans le Finistère ou en Ille-et-Vilaine. En Côte-d'Armor, vous n'avez pas les mêmes que les mêmes équilibres que vous soyez, j'allais dire à Perros-Guirec pour dire les choses, ou encore à Saint-Brieuc ou à Plérin. Donc on fait confiance véritablement à ceux qui y sont. Et trouver ensuite ces équilibres-là. Et je trouve que les municipales de 2026, finalement, elles vont lancer les présidentielles un peu avant. On le sent déjà un petit peu maintenant. On en entend parler, ne serait-ce qu'à Paris. Moi, je vois avec Pierre-Yves Bournazel et Gabriel Attal qui, voilà, se mettent d'accord pour une liste. Donc après c'est des grosses villes. Nécessairement, c'est particulier. Mais je le vois également sur Saint-Brieuc. Je fais un état des lieux très très objectif. Victor Bonneau qui mène visiblement la danse avec son collectif de sa partie de l'électorat de droite. Et de l'autre côté, vous avez Joannick Martin qui mène lui aussi une liste Horizon. Donc vous avez deux personnalités à Horizon. Alors je peux comprendre que ce soit un petit peu, un petit peu étrange, mais moi je le vois objectivement et je me dis bon bah Horizon a sa place dans les petites, moyennes, grandes villes. Je le vois également aussi à Plérin avec Karine Guguin qui fait un travail remarquable depuis le début avec son équipe constituée et qui là aussi invite au débat parce qu'on entend il faut une union entre les deux. Elle invite au débat. Il y a une réunion qui sera prévue d'ici peu avec voilà une possible deuxième liste à droite parce que nous sommes centre droit, une possible liste à droite. Viendra qui voudra. On fera l'état des lieux de ce qui sera venu, mais enfin nous on amène quand même, on apporte voilà une petite particularité, une nouveauté. C'est ce qu'on souhaite aussi, c'est que c'est pas forcément des gens qui sont là depuis très longtemps. Et c'est ça qu'on a envie de faire, en tout cas dans les territoires, c'est d'inviter les gens à venir discuter, à nous rejoindre et construire un projet pour 2026. Alors pour Saint-Brieuc, ça va être un petit peu compliqué au niveau politique pour que les briochines et briochins s'y retrouvent, deux personnalités Horizon, une droite, j'allais presque dire en embuscade. Est-ce qu'on peut parler à un moment, peut-être entre, je sais pas, au deuxième tour, par exemple, d'union entre la droite et le centre droit, ou le centre droit et la droite? C'est ce qu'on appelle de nos vœux. Après, moi, c'est sur Saint-Brieuc, donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe là. Moi, en tant que référent départemental, Jeune Horizon, je regarde quelles sont les personnalités Horizon. Je vois deux jeunes. Je vois deux jeunes et comment les départager finalement? Comment les départager? Après, c'est à eux d'ouvrir la discussion. Il y a des équilibres aussi à assurer. Joannick Martin et Victor Bonneau discutent. Il faut nécessairement une union. Nous sommes d'accord là-dessus. Après, les termes en particulier, moi, je saurais pas vous dire parce que je suis pas dans les discussions de Saint-Brieuc. Enfin, je veux dire, moi, je m'occupe avec Karine de ce qui se passe sur Plérin. Le travail, pour moi, il est pour l'instant sur Plérin. C'est pareil, ramener des jeunes, on en a. Une diversité aussi de profils, de métiers, d'âge. C'est ça qu'on cherche à faire. Et je trouve que ça marche très très bien là en novembre 2025. Est-ce que le centre sera le point d'équilibre finalement, puisqu'on voit beaucoup LFI progresser un petit peu partout, on voit aussi une forte poussée de Rassemblement National. Est-ce que le point d'équilibre, il se trouve par exemple chez Horizon, donné comme ça au hasard? Je pense que oui. Le point d'équilibre, moi je dirais plutôt le point de finalement de repli de ceux qui n'ont pas envie
que ce soit LFI, soit Rassemblement National ou Reconquête ou autre, mais qui n'ont pas envie que le paysage politique soit départagé entre deux extrêmes. Et le point de repli, c'est-à-dire, moi je pense que Horizon, pour ces personnalités-là qui n'ont pas envie d'abandonner, qui ont envie de travailler aussi, qui ont envie d'être écoutés, entendus dans les territoires, eh bien oui, il se situe à Horizon parce que on a une ligne qui est quand même assez claire, c'est-à-dire qu'il faut de l'ordre évidemment, mais pas de l'ordre comme au Rassemblement National où c'est un petit peu flou, mais on devine quand même que c'est de l'ordre un petit peu à l'arbitraire, avec une ligne politique qui va être aussi sur des finances publiques qui sont saines, donc sur du long terme finalement. Et il faut réintroduire Oui. le long terme. Vous allez répondre sur le social évidemment, hein, mais il faut réintroduire le long terme en politique. On a un peu perdu cet aspect-là. On est sur du court terme aujourd'hui. Ah bah oui, les effets d'annonce, c'est bon, ça fait partie, ça pimente un petit peu la vie politique. Et puis bon, bah on regarde ça un peu comme une télé-réalité. C'est dangereux aussi. Du long terme, il en faut. C'est pour ça qu'il faut poser des jalons. Parfois, ces jalons-là peuvent être un petit peu surprenants. Et quand Édouard Philippe parle d'un programme massif dans telle chose ou telle chose, ce sont des objectifs. Quand Édouard Philippe parle également de la démission du président dans cette situation politique, c'est aussi du moyen long terme. C'est pas tout de suite on le fait. Il faut déjà un état des lieux. L'état des lieux a été fait. Bon, quelles sont les solutions qui se proposent? Eh ben on va choisir celle-ci pour plusieurs raisons. Mais il faut que ce soit quand même prévisible pour les Français lorsqu'ils votent. Il faut que ce soit aussi rassurant. Et ça rassure de savoir on a une vision longue, on va dans cette direction-là. Il se peut qu'avec des événements, parce qu'on n'a jamais la maîtrise totale de l'actualité, on change un petit peu. Mais qu'on garde quand même ce cap-là. Et je trouve que oui, Horizon est une solution de repli pour ceux qui ne sauraient pas où aller. Il y a des convaincus, comme nous. Mais pour les autres, j'ai envie de dire... il n'y a pas forcément d'autres choix non plus. Donc je dirais pas que c'est par dépit, mais venez tester l'expérience Horizon et vous verrez que vous serez accueillis. Un dernier mot, il nous reste une petite minute sur le social. Hein, je vous ai interrompu parce que là aussi il y a une grande attente. Donc sur le social, faut partir c'est ce qu'a dit Édouard Philippe, faut arrêter la politique du chèque. Bon, maintenant qu'on a dit ça. Faut creuser un petit peu, mais la politique du chèque, c'est-à-dire que c'est des réponses données à une situation qui apparaît, mais qui peut avoir et qui a souvent des origines plus profondes. Donc la culture du chèque, ça cache un petit peu une réponse politique qui n'est pas satisfaisante. Et avoir justement des finances publiques, donc partir de l'économique, du financier, pour avoir une situation stable, et ensuite voir plus clair sur ce qu'on peut faire. Et là, c'est là qu'est l'aspect gaulien de Horizon, c'est là qu'on peut ensuite redistribuer. Mais il faut déjà avoir une situation financière saine. Voilà, le social vient, et finalement la conséquence également d'une stabilité politique, d'une stabilité juridique, sécuritaire, de l'ordre de la sécurité, parce que sécuritaire n'a pas forcément bonne presse, mais et financière. Donc il faut que ce soit assez prévisible pour les électeurs et pas dans les effets d'annonce, comme je le disais, qu'on peut avoir au Rassemblement National et à LFI notamment. Voilà, vous avez bien employé la minute. Merci infiniment. Guirec Hamon, référent jeune Horizon des Côtes-d'Armor. Vous étiez avec nous en direct ce matin pour commenter l'actualité. Vous reviendrez évidemment. Oui. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.